Clac, 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 bonjour à tous. On se retrouve pour parler voile. Clac, clac, bien entendu, référence à la légende de la voile. Pour ceux qui ont retenu le dernier Vendée Globe. On va parler voile, on va faire la présentation de la Transat Jacques Vabre cette année avec un beau plateau au départ de cette Jacques Vabre, donc qui va être la course importante de l'année 2021-2022 de cette saison en voile. Pour les skippers, ça va être vraiment le moment important pour savoir qui est en forme. Pour les IMOCA, c'est la première course après Vendée Globe. On est maintenant sur le Vendée Globe 2024. Pour les ultimes, c'est une course importante dans les projets de Tour du Monde, dans les projets notamment de Tour du Monde en équipage ou en solitaire. Et puis pour les classes 40, c'est quasiment l'une des courses les plus importantes. Et également en multi 50. En classe 50, comme on l'appelle désormais, c'est aussi une classe très importante maintenant parce que c'est une course très importante, parce que il y a un nouveau championnat qui est en train de se mettre en place et c'est vrai que c'est une course qui demande qui va être l'une des courses importantes de ces nouveaux championnats en classe 50. On va commencer par déjà vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également si vous trouvez qu'elle est intéressante et si elle peut intéresser votre entourage. On est un peu rouillé, on n'a pas fait de vidéo depuis quelques temps du fait qu'on n'avait pas d'internet, c'est un petit peu compliqué. On va passer donc au règlement de cette Transat Jacques Vabre. Donc je rappelle, Transat Jacques Vabre, c'est une transat en double. Vous allez être deux par bateau. C'est une course qui est donc particulière, assez atypique de ce côté-là, parce qu'il y a peu de courses où vous êtes véritablement en double. Ça a des avantages par rapport au solitaire. C'est que le bateau, pour régler les voiles, vous n'êtes pas seul. Pour hisser les voiles, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous reposer un peu plus, même si ça reste une course qui va être exigeante physiquement. Malgré tout, comme vous n'êtes pas en solitaire, faut barrer beaucoup plus. Parce que l'ordinateur est toujours un peu moins performant que l'être humain, même si on a maintenant des pilotes automatiques qui sont très performants. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus un sprint, ça va être beaucoup plus rapide. Et puis il faut s'entendre avec son équipier et c'est pas toujours facile parce que autant avec un équipage de 5, 6, 7 marins, c'est beaucoup plus facile en termes d'entente qu'en étant simplement deux, donc il faut bien s'entendre et il faut partir avec des gens que vous connaissez très bien dans les bateaux. 4 classes de bateaux, les ultimes, donc qui sont les bateaux les plus rapides, les plus importants, qui est, on va dire, la classe un petit peu des Formule 1 des mers. Vous avez ensuite les IMOCA, donc qui sont des bateaux de 60 pieds, c'est-à-dire à peu près 18 mètres 23. On aura une autre classe de monocoque avec les IMOCA, qui est la classe qui participe au Vendée Globe, on rappelle, les classes 40, qui là donc sont des bateaux de 40 pieds. Contrairement aux IMOCA, ils n'ont pas le droit d'avoir des foils en classe 40. Donc vous savez, ces appendices qui permettent de soulager l'étrave du bateau et d'aller beaucoup plus vite par le fait qu'il y a moins de frottement de l'eau et les vagues ralentissent beaucoup moins ces bateaux-là IMOCA. Donc les classes 40 n'ont pas cet avantage-là. Ce sont des bateaux où la jauge est très restrictive. L'idée, c'est d'avoir des bateaux qui sont très proches en termes de niveau de performance et surtout qui ne coûtent pas très cher. Ça, c'est le deuxième objectif de la classe. Et puis, donc classe 40, bateau de 40 pieds, ce qui fait à peu près 12 mètres 20 de long à chaque fois quand le nombre de pieds, c'est en long. Et puis, on a donc la classe 50, donc des multicoques,
de 50 pieds, donc c'est-à-dire à peu près 15 mètres et des broutilles, qui sont des bateaux qui sont très exigeants. On va revenir sur les favoris de chaque catégorie un peu plus tard dans cette vidéo. Le parcours de cette édition 2020 T1 et j'ai trouvé une magnifique infographie qui était dans le journal Sud-Ouest pour bien vous expliquer comment ça va se passer. L'idée, c'est d'avoir chaque parcours correspond quasiment à une catégorie de bateaux, tout simplement pour que tout le monde arrive au même moment ou qu'il y ait peu d'écart au niveau de la zone d'arrivée à Fort-de-France. Parce que c'est vrai que souvent, on l'a vu sur des courses comme ça à plusieurs catégories de bateaux, eh bien, on suit les ultimes, les IMOCA, et puis derrière les classes 40 qui arrivent parfois 5, 6, 7 jours plus tard, eh bien, il n'y a plus personne à l'arrivée et plus personne s'intéresse à eux. L'idée, c'est que les classes 40 arrivent dans des temps assez proches des ultimes et des IMOCA et des Ocean 50. Pour ça, eh bien, on a modifié le parcours. On va partir du Havre pour arriver à Fort-de-France, c'est une première, l'arrivée à Fort-de-France, mais la différence, c'est que le parcours des classes 40 sera différent du parcours des ultimes, notamment, il sera beaucoup plus court. On va prendre donc le parcours des classes 40, qui est le parcours le plus court. Il faudra faire un virage à l'archipel du Cap-Vert, pour ensuite rejoindre Fort-de-France, donc avec les alizés. Ça, c'est le parcours le plus facile, on va dire, sans passage techniquement par le poteau noir, même si parfois le poteau noir peut être plus ou moins haut. Mais normalement, on ne doit pas passer par le poteau noir du côté des classes 40. En classe 50, en classe IMOCA, même parcours, un passage par le poteau noir. On doit passer à l'archipel de Fernando de Noronha, qui est au large du Brésil. Vous voyez le Brésil, vous voyez le Brésil depuis cet archipel, qui avait déjà été utilisé par la Atlantic Ocean Race, la course des ultimes, il y a quelques temps. Et puis, on remonte ensuite à Fort-de-France. Et puis, du côté des ultimes, eh bien, il faudra passer une fois au poteau noir pour passer à l'archipel de Trindade et Martin Vaz. Et puis, le reprendre en montant ce poteau noir. Donc, il y aura 2 passages au poteau noir. Et puis, longer l'Amérique du Sud. C'est jamais facile de longer le Brésil. Souvent, vous avez des déperditions de vent assez importantes. Et puis, surtout, il y a pas mal de bateaux et parfois des bateaux qui ne sont pas indiqués. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, ça veut dire également qu'ils vont passer pas mal de temps sous des fortes chaleurs également, ces concurrents de la classe ultime. Eh bien voilà, vous avez toutes les clés en main. On va passer donc aux favoris de catégorie en catégorie. Et on va commencer par la classe ultime. Cette classe ultime, donc la classe des bateaux les plus puissants, les plus importants, les plus extraordinaires. On va commencer par peut-être le favori de cette catégorie, c'est Edmond Rothschild, c'est Gitana, avec Franck Camas et Charles Caudrelier, bateau qui domine cette catégorie ultime depuis quelques années, bateau qui est l'un des plus anciens aussi, il faut le dire, il est à l'eau depuis 5-6 ans, qui a connu quelques évolutions, préparation un petit peu compliquée pour Maxime Edmond Rothschild avec des casses de foil, il n'y a pas si longtemps que ça, la réparation c'était vraiment limite au niveau timing, avec la réparation de foils, ce qui enchante parfois des dégâts, donc peut-être pas forcément rassuré, mais on sait que c'est un bateau qui est hyper rapide. On sait que Franck Camas, Charles Caudrelier sont des skippers d'expérience, qu'ils ont déjà fait une course en double, qu'ils ont déjà remporté une course en double également il y a quelques temps dans cette catégorie ultime. Donc voilà, c'est vraiment le bateau d'expérience qui a vraiment fait... qui domine vraiment la catégorie depuis 3 ans, on va dire, ce bateau. Donc c'est la Brest Atlantique qui était la course qu'ils ont remportée et où ils avaient dominé malgré un souci de fiabilité. Pendant la course, ils avaient eu un problème, notamment avec la coque centrale. On continue du côté des ultimes avec peut-être le deuxième bateau qui semble très performant, c'est Sodebo. On va citer 3 bateaux qui ont l'air très performants, mais
qui ont l'air juste un peu au-dessus, mais qui peuvent quand même battre Gitana. On va commencer avec Sodebo Ultime 3, bateau qui a fait un demi-tour du monde en équipage lors de la tentative de record du monde en équipage l'année dernière. Donc Sodebo, bateau de conception assez innovante, avec notamment un cockpit au milieu du bateau pour avoir un meilleur centrage des masses, une meilleure répartition des masses, un bateau qui allait très vite jusqu'à son abandon lors du trophée Jules Verne. Et puis on est sur un bateau, donc voilà, coque au milieu, bateau qui commence maintenant à être un petit peu et pas mal fiabilité. On a apporté des évolutions cette année à ce bateau avec des safrans rétractables. L'objectif de ces safrans rétractables, il y en a 3 objectifs. Une meilleure conduite, et Thomas Coville l'a confirmé, la conduite est plus facile avec ce safran rétractable. Deuxièmement, bien plus de sécurité au niveau du bateau, c'est-à-dire éviter de toucher des objets flottants non identifiés avec ce safran. Donc je rappelle, le safran, c'est la pièce qui permet de guider le bateau, donc c'est cette barre à l'arrière du bateau qui est dans l'eau et qui permet donc de diriger le bateau. Et donc, parfois, ça touchait des objets volants non identifiés quand il n'était pas dans l'eau. Également, quand il est dans l'eau, il peut toucher des objets flottants non identifiés, mais également en l'air. Donc ça va permettre de diminuer le risque de ce côté-là. Et puis, ça va surtout apporter moins de frottement aérodynamique sur ce safran qui n'est pas dans l'eau. Donc voilà, 3 avantages à ce système-là. Ensuite, Thomas Coville, skipper d'expérience, qui a détenu le record du monde en solitaire avant François Gabard. Et puis avec lui, Thomas Rouxel, qui faisait partie de l'équipage du Jules Verne, et que Thomas Coville l'a dit, ils se sont trouvés assez facilement, et ça a été une évidence pour Thomas Coville. Troisième bateau de cette catégorie, c'est Banque Populaire 11, qui est certes un nouveau bateau, mais pas totalement un nouveau bateau. En fait, on a repris quasiment les traits du Banque Populaire 10 qui avait notamment sombré lors de la route du Rhum avec Armel Lecléache. En fait, ils se sont servis de l'expérience de Banque Populaire 10 qui avait été une expérience un petit peu compliquée, on va pas se mentir, pour créer un Banque Populaire 11 qui est sur la base du même moule, mais qui est en fait bien différent parce que l'objectif d'Armel Lecléache, ça a été la sécurité et la fiabilité. C'est-à-dire que même si c'est un bateau neuf, c'est un bateau qui est fiable, et surtout l'avantage d'Armel Lecléache, c'est d'emmener Kevin Escoffier qui a fait le dernier Vendée Globe, mais qui est surtout lui qui a participé, l'un des hommes qui a participé à la conception de ce bateau. C'est-à-dire qu'il a l'expérience, la maîtrise de ce bateau Banque Populaire 11. Donc voilà, c'est un bateau qui n'a pas forcément énormément de nouveautés à l'intérieur par rapport à ses concurrents, mais c'est un bateau qui est très rapide et qui a quand même pas mal de travail au niveau de l'aérodynamisme. Et puis on a également un quatrième bateau dans cette catégorie, c'est Actual qui est en fait l'ancien massif de François Gabard avec Yves Le Blévec, Anthony Marchand. Yves Le Blévec, skipper d'expérience, qui avait racheté l'ancien Sodebo de Thomas Coville, qui a également eu pas mal d'expérience en multi 50. Et Yves Le Blévec sur Actual Ultime 3, eh bien l'objectif, c'est certes on a un bateau moins performant, moins puissant, mais c'est déjà un bateau qui se manie très très bien en solitaire ou en petits équipages. Donc c'est presque le bateau idéal, François Gabard l'avait conçu pour le tour du monde en solitaire. On sait que c'est un bateau qui marche très très bien, même quand il a des soucis techniques, notamment perte de foil, ce qui est arrivé lors de la route du Rhum pour François Gabard. Certes, il avait perdu, mais de pas grand-chose, avec un bateau passablement endommagé. Et puis, Yves Le Blévec, skipper d'expérience, et lui, il sait que son bateau est fiable, ce qui n'est pas forcément le cas des autres concurrents. Et puis, on passe au dernier bateau, qui pour moi est celui qui a le moins de chances de s'imposer, même si c'est peut-être la nouvelle Formule 1 des mers, c'est SVR Lazartigue, le nouveau bateau de François Gabard, bateau très innovant, cockpit entièrement fermé, c'est-à-dire que l'idée est de voir avec des caméras qui sont fibrées, il ne faut pas que le système tombe en panne. C'est un bateau qui a eu
peu de temps de mer parce qu'il a été mis à l'eau en juillet seulement. Malgré tout, c'est François Gabard, c'est Tom Laperche. Et pour vous dire, comme nouveauté sur ce bateau, outre le cockpit entièrement fermé, c'est qu'à la place d'une grande barre, eh bien on a un volant de rallye pour guider le bateau, et ça c'est une grande nouveauté. Et puis il y a eu un réel travail sur l'aérodynamisme sur ce bateau SVR Lazartigue. On a fait le tour du côté des ultimes, on va passer du côté de l'autre catégorie qui est quand même énormément attendu. Ce sont les IMOCA. Du côté des IMOCA, je dirais qu'il y a un favori, c'est Apivia, avec Charlie Dalin, Paul Meillat, bateau d'expérience, bateau qui est fiabilisé, on l'a vu notamment lors du dernier Vendée Globe, c'est un bateau qui va très très vite. Je rappelle, c'est le bateau qui a passé en premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe et qui n'a pas été déclaré vainqueur avec toute la situation autour du sauvetage de Kevin Escoffier. Charlie Dalin, skipper d'expérience, Paul Meillat aussi. Paul Meillat, il a déjà fait un Vendée Globe, il a déjà participé à un Vendée Globe, donc c'est deux skippers d'expérience sur ce bateau. Arkea Paprec, on peut le mettre parmi les favoris. Sébastien Simon, Yann Eliès, bateau qui a encore modifié ses foils. Alors c'est un peu un problème depuis la création de ce bateau, ce sont les foils. Eh bien ils ont remodifié encore une fois les foils et il semblerait que là ça marche beaucoup mieux. Il y avait toujours eu une petite fragilité sur ce bateau et s'ils ont enfin la fiabilité, on sait que c'est un bateau qui va extrêmement vite. On l'a vu lors du dernier Vendée Globe quand Sébastien Simon a accéléré, et puis Sébastien Simon, Yann Eliès, deux skippers d'expérience, deux skippers qui se connaissent très très bien. Charal, peut-être la référence quand il n'a pas de souci sur le Vendée Globe, mais c'est le bateau le plus ancien de cette génération Vendée Globe 2020. Avec Jérémy Bayou, Christopher Pratt, ils se connaissent extrêmement bien. Deux skippers également qui ont de l'expérience sur les IMOCA. On peut continuer avec Corum l'épargne, Nicolas Troussel, Sébastien Josse. Un bateau qui avait été très intéressant, même s'il avait abandonné assez tôt lors du dernier Vendée Globe. Là aussi, on a fait quelques changements sur ce bateau lors de la réparation d'après Vendée Globe. Et ça a l'air d'aller très très vite. On peut continuer également dans les bateaux intéressants, bien entendu Initiative Cœur, Sam Davis, Nicolas Louven. Bateau qui fera sa dernière course sous le nom d'Initiative Cœur, car ensuite il s'appellera c'est Arnaud Boissière qui l'a récupéré, donc normalement ça sera Micaline. Sam Davis, Nicolas Luven, là également un équipage qui se connaît très très bien. Sam Davis qui a également beaucoup d'expérience. On sait que c'est un bateau qui va vite, même si ce n'est pas le plus rapide, il est surtout pas mal fiable ce bateau, et puis skipper d'expérience. Linky Daoud avec Thomas Ruyant et Morgane Lagravière, là aussi bateau qui avait été très rapide malgré le fait qu'il avait perdu un foil vers la mi-course. Linky Daoud, Thomas Ruyant, skipper qui commence à avoir pas mal d'expérience, Morgane Lagravière également qui a participé au Tour du Monde en équipage de Sodebo, également un skipper qui a déjà fait un Vendée Globe du côté il y a quelques années. Maître Coq, Yannick Bestaven, Jean-Marc Doris, pas forcément les favoris, c'est quand même le dernier vainqueur du Vendée Globe, donc faut faire attention à lui. C'est pas forcément le bateau le plus rapide, on sait que c'est un bateau rapide. Faire attention à Time for Ocean avec Stefano Di Raison, Didac Costa, c'est pas forcément les favoris, mais ils peuvent faire partie des bons outsiders. Quel bateau également on peut mettre parmi les outsiders? On peut mettre également Compagnie du Lit avec Clément Giron, Eric Nigon, aussi deux skippers d'expérience. Bureau Vallée avec Louis Burton et David Baudard. Et puis on termine avec Eleven Hour Racing Team, le bateau Malama avec Charlie Enright et Pascal Bidégory. On nous indique que c'est un bateau qui est très récent, là aussi un peu de temps pour le fiabiliser. Par contre, ce qu'on nous a indiqué, c'est que c'était une Formule 1 des mers. Très clairement, c'est, on va dire, la nouvelle génération pour le prochain Vendée Globe. Et Pascal Bidégory, c'est un skipper qui a énormément d'expérience, qui a fait la Volvo Ocean Race, qui a fait également des courses en solitaire, qui a fait des courses en multicoque également, en mode 70 à l'époque. Donc c'est un skipper qui a beaucoup d'expérience dans cette catégorie. On termine
On va passer déjà aux Ocean 50, les Ocean 50, donc des bateaux qui sont très exigeants en termes de course parce que beaucoup moins stables en fait que des ultimes. Alors même si ça va moins vite, ce sont des bateaux qui ont des foils aussi, qui peuvent voler, même si c'est avec des vitesses beaucoup moins importantes. Ce sont des bateaux qui sont très 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 exigeants. On commence dans cette catégorie-là. Il y en a plus qu'avant, même s'il n'y a pas énormément de bateaux, beaucoup plus de bateaux qu'auparavant. Ça a été une catégorie qui pendant les temps était un petit peu la sous-classe des concurrents qui n'avaient pas assez d'argent pour aller en IMOCA et en ultime, mais qui végétaient un petit peu en classe 40 et qui avaient fait beaucoup de courses en classe 40. On notera parmi les participants, bien entendu, Layton, qui pour moi est l'archi favori de cette catégorie, avec Sam Goodchild et Émeric Chapelier. Sam Goodchild, il domine cette catégorie depuis des années. C'est un skipper qui a fait énormément de courses en équipage, notamment en multicoque. Il a la maîtrise du multicoque et de la classe 50. On a également Solidaire en peloton avec Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil. C'était le bateau référence, mais qui a eu pas mal de petits soucis techniques ces dernières années. Donc il va essayer de retrouver sa place de leader face à Layton de Sam Goodchild. On a également les petits doudous avec Armel Tripon et Benoît Marie. Armel Tripon qui était sur l'Occitane en Provence lors du dernier Vendée Globe, mais qui a énormément d'expérience aussi sur ces multi-50. On a Erwan Leroux et Xavier Macaire sur Coesio. Et puis Arkema 4 avec Quentin Vlaminck et Lalou Roquayrol, skipper d'expérience. Ne pas oublier également groupe GCA 1001 Sourire. Je pense partons que c'est un bateau qui a un peu moins de moyens avec Gilles Lamiret et Yvan Bourgnon, mais Gilles Lamiret également skipper d'expérience, un petit peu comme Lalou Roquayrol. On n'a pas parlé de Primonial, mais Primonial, ça me semble pas forcément un bateau forcément qui fait partie des favoris. On passe aux classes 40, dernière catégorie, c'est classe 40, beaucoup de bateaux avec des noms qui font rêver, notamment je pense à Quito de Pavan, je pense à Jan Lipinski qui est la référence, Sébastien Odigan également, voilà, il y a des skippers qui se retrouvent dans cette catégorie là mais qui ont une énorme expérience. Moi j'ai envie de noter le bateau du Crédit Mutuel, bien entendu, qui est un petit peu la référence de la discipline. Même si c'est de moins en moins le cas, hein. L'année 2021 est un petit peu compliquée pour le bateau du Crédit Mutuel avec Lian Lipinski et Julien Pulvé. Lian Lipinski, il a un petit peu tout gagné en classe 40. On peut noter Cross Call avec Aurélien Ducrot et David Sino. Ça aussi, c'est un bateau qui a beaucoup d'expérience. On a Eden Raid avec Emmanuel Leroc et Pierre Quiroga. J'avais noté qui d'autre dans cette catégorie. Projet Ocean Rescue avec Tréhin et Denis, bateau qui a été conçu par Tréhin et également bateau d'expérience. Rainman, ça c'est le favori de Ouest France pour ceux qui veulent savoir, donc avec Carpentier et Santourde qui était espagnol et qui est un bateau de dernière génération, donc avec les étraves arrondies, donc c'est un bateau qui marche très très fort. On a également Jean Galfion dans cette catégorie avec Serenis Consulting, bateau également très intéressant. Enfin voilà, il y a aussi des beaux projets, je pense notamment avec des associations comme Équipe Voile Parkinson. J'ai vu également Reforest Action, voilà, pour Quito de Pavan. C'est une catégorie où on a pas mal de concurrents qui ont également des projets derrière, des projets avec des associations. Ne pas négliger également la boulangère bio avec Amélie Grassi et Marie Rioux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Marie Rioux, elle a fait énormément de voile olympique. Elle était très très forte en voile olympique. Elle a notamment des titres de championne du monde. Donc on va voir ce que ça va donner sur la boulangère bio, bateau nouvelle génération également. Dans cette catégorie, j'ai raté la Motte Module Création avec Luc Berry et Achille Nebou. Luc Berry, skipper d'expérience également. On a Projet Rescue Océan, donc voilà, Axel Tréhin, Frédéric Denis, bateau qui va très très vite. Randstad Ozzy avec Clara Fortin, Martin Louchard, skipper
très très jeunes hein, dans cette catégorie, c'est vraiment des tout jeunes, donc on va voir ce que ça va donner ce bateau-là. Et puis je crois que j'ai fait un petit peu tout. Jean Galfion, j'en ai parlé. Upsailing Unis pour la planète, également un équipage 100% féminin avec Morgane Urso, Poupon et Julia Vira. Et puis Volvo avec Jonas Gerkens et Benoît Hansberg, là également un bateau qui devrait aller extrêmement vite, classe 40 où il y a énormément de concurrents et il peut se passer beaucoup de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc départ de cette Transat Jacques Vabre le 7 novembre. Ça sera aux alentours à 13h27 je crois précisément. L'arrivée, faudra je pense compter bien une dizaine de jours. Hein, donc vers le 18, vers le 20 novembre on va dire. On fera plusieurs points, notamment on va essayer de faire un point dès lundi après-midi pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans la course. Et puis on fera plusieurs autres points tous les 3-4 jours. On va essayer de faire ça. Sur cette Transat Jacques Vabre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!